Bienvenue dans ce nouveau décryptage. Aujourd'hui, on plonge directement au cœur du moteur de la stratégie d'entreprise. Pour bien comprendre comment tout ça fonctionne, imaginez une organisation comme un immense navire. Avant même de songer à lever l'ancre, le capitaine doit savoir exactement où il va et surtout pourquoi il entreprend ce voyage. C'est ce passage fascinant, de la grande vision un peu abstraite à des actions ultra concrètes sur le terrain, que nous allons disséquer ensemble. Comment passe-t-on d'une idée noble à des résultats qu'on peut vraiment mesurer? Eh bien, c'est tout l'enjeu du management stratégique. Voici notre plan de route pour aujourd'hui. On va commencer par voir comment on passe de la finalité aux objectifs. Ensuite, on détaillera le guide du diagnostic stratégique. Puis on fera un peu de pratique avec un cas concret de matrice SWOT. Après ça, on parlera évaluation et choix des indicateurs. Et on terminera avec le côté humain, la gouvernance et les intérêts des acteurs. Allez, première étape, de la finalité aux objectifs, ou comment définir notre cap. Tout navire a besoin d'une étoile polaire. C'est ce qu'on appelle la finalité. Concrètement, c'est la raison d'être fondamentale de l'organisation. Car non si SaaS, une entreprise ne se résume pas juste à faire du profit. Évidemment, l'aspect financier est majeur. Mais prenons l'exemple de la mission du groupe L'Oréal. L'idée, c'est d'offrir de l'innovation, d'assurer la sécurité, mais aussi, et c'est crucial, de préserver la planète. Le truc à retenir ici, c'est que ces belles intentions ne peuvent absolument pas rester de simples mots en l'air. Elles doivent impérativement être traduites en objectifs stratégiques clairs. Et ça nous amène tout droit à un sujet incontournable, la responsabilité sociétale des entreprises, la fameuse RSE. Aujourd'hui, on ne va pas se mentir, la RSE n'est plus une option. C'est littéralement intégré aux finalités globales. L'entreprise doit jouer les équilibristes entre ses ambitions économiques et ses responsabilités sociales et écologiques. C'est ça la véritable constellation qui guide notre navire. Si une organisation ignore l'un de ces piliers, elle dévie de sa finalité et menace sa propre survie à long terme. Ce qui nous amène à notre deuxième point, le guide du diagnostic stratégique. Autrement dit, comment analyser avant d'agir. Bon, pour que notre capitaine prenne les bonnes décisions face à la météo ou l'état de la coque, on utilise une méthode classique en 3 étapes hyper logiques. D'abord, on scrute l'extérieur. Est-ce qu'on a des vents favorables ou est-ce qu'une énorme tempête nous fonce dessus? Ensuite, on regarde à l'intérieur. De quelles ressources on dispose vraiment en soute? Et c'est en croisant ces 2 analyses qu'on va pouvoir enfin formuler notre stratégie. Si on regarde le processus de décision de plus près, on retrouve bien tout en haut nos 2 analyses, l'environnement externe et l'entreprise en interne. Mais là où ça devient intéressant, c'est ce qui vient s'ajouter au milieu, les attentes des parties prenantes et les valeurs managériales du dirigeant. En fait, tous ces éléments passent dans un entonnoir pour lister ce qu'il est possible de faire, formuler la stratégie, puis, très important, la contrôler. Si on n'atteint pas nos objectifs, hop, on ajuste et on repart sur des actions correctives. C'est un cycle d'adaptation permanent. On passe à la 3e partie, l'application pratique. Et quoi de mieux qu'une bonne vieille matrice SWOT sur un cas réel, celui de Renault? Ancrons un peu toute cette théorie dans la réalité du terrain. Avant de voir le tableau complet, focalisons-nous sur quelques éléments marquants pour le groupe Renault. Au niveau externe, il faisait face à une vraie tempête. La fin programmée des moteurs thermiques en Europe, une concurrence ultra agressive et un marché global en baisse. Et en interne, l'entreprise souffrait de ce qu'on appelle des surcapacités de production. En clair, ils avaient des usines immenses conçues pour produire beaucoup plus que ce qui se vendait réellement, ce qui plombe complètement la rentabilité. Quand on met tout ça dans une matrice SWOT, pour Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats, on a une vision super claire. D'un côté, Renault a de vraies forces internes, une marque ultra connue et un savoir-faire pointu sur l'électrique. De l'autre, des faiblesses évidentes, avec cette rentabilité à corriger et ses usines trop grandes. À l'extérieur, c'est le grand écart, des opportunités énormes avec le boom de l'électrique, mais aussi des menaces sérieuses comme la dépendance pour les batteries ou encore la flambée des coûts de l'énergie. Tout est cartographié. Alors, qu'est-ce qu'on fait de cette jolie carte? Eh bien, les décisions se résument à 3 grands axes de travail. Et pour Renault, ça a donné lieu à des choix radicaux. Ils ont décidé de réduire leur production globale à 3,1 millions de véhicules pour régler le problème des usines à moitié vides. Ils ont mis le paquet sur leur force technologique en créant un gigantesque pôle électrique dans le nord de la France et ils ont carrément arrêté les modèles historiques qui ne rapportaient plus assez. Voilà comment un simple diagnostic se transforme en un plan d'action massif. Allez, on arrive à la 4e étape, l'évaluation et le fameux choix des indicateurs. Le cap est fixé, le navire avance. Super. Mais comment savoir si on va à la bonne vitesse ou si on ne prend pas l'eau?
C'est là que le tableau de bord entre en jeu. Et attention, on ne peut pas se fier à un seul cadran, hein. Une entreprise, c'est un système complexe. Il nous faut des indicateurs commerciaux, comme le chiffre d'affaires, des indicateurs financiers, bien sûr. Mais surtout, il faut regarder les indicateurs ressources humaines. Parce que si vos ventes explosent, mais que vos équipes sont en burn-out ou que les accidents du travail montent en flèche, croyez-moi, votre stratégie va droit dans le mur. Et voici le point absolument crucial quand on parle d'indicateurs. Un chiffre isolé, ça ne veut presque rien dire. Ce qu'il faut observer, c'est l'évolution dans le temps. Imaginez qu'on vise 5% de croissance. Si on attend ce chiffre brillamment cette année, on pourrait faire péter le champagne. Mais si on s'aperçoit que les 2 années précédentes, on était en chute libre, la moyenne sur 3 ans est catastrophique. Évaluer les indicateurs de manière séquentielle, ça permet au capitaine de corriger le tir rapidement et pas quand il est trop tard. Bref, tous ces indicateurs qu'on vient de voir servent à mesurer une seule et même chose, la performance. Pour faire simple, la performance, c'est l'écart entre ce qu'on voulait faire au départ et ce qu'on a vraiment obtenu à l'arrivée. Mais c'est aussi un jugement sur la méthode. On évalue l'efficacité, c'est-à-dire l'atteinte du but, mais aussi l'efficience. Autrement dit, a-t-on cramé toutes nos ressources pour y arriver ou a-t-on optimisé notre énergie? 5e et dernière partie. On va parler gouvernance et intérêt des acteurs. Et vous allez voir, ça se corse. On arrive à la dimension la plus délicate, l'humain. Le navire n'avance pas par magie. Sur le papier, c'est beau. Tout le monde, que ce soit l'équipage ou les propriétaires, souhaite que l'entreprise survive et prospère. Ça, c'est l'intérêt collectif. Mais alors, dès qu'il s'agit de se partager le trésor, la fameuse valeur ajoutée, les intérêts individuels prennent le dessus. Donner de gros dividendes aux actionnaires, ça veut souvent dire des primes plus petites pour les employés, et inversement. C'est presque un jeu à somme nulle où les gains des uns frustrent les autres. Face à ce casse-tête, la direction choisit son camp via son modèle de gouvernance. Il y en a 2 principaux. D'un côté, la gouvernance actionnariale, qui a un objectif clair, maximiser le profit et la richesse des propriétaires. De l'autre côté, la gouvernance partenariale, qui voit beaucoup plus loin. Elle vise la création de valeur à long terme en incluant les attentes de tout le monde, y compris la RSE. Et dans ce deuxième modèle, le dirigeant ne peut plus se contenter d'être un simple calculateur sur un tableur Excel. Il devient un véritable équilibriste qui doit trouver un consensus permanent. Et cet équilibriste, il bosse sous haute tension, tous les jours. Les dirigeants subissent des pressions monstrueuses de toutes parts. Des actionnaires pas contents, ils revendent tout en masse et la boîte plonge. Des salariés qui se sentent floués, ils se mettent en grève et la production s'arrête net. Des clients déçus, ils boycottent le produit et le chiffre d'affaires s'effondre dans la seconde. Pour que le navire avance, la stratégie doit obligatoirement susciter l'adhésion de tous. Ce qui nous amène à une réflexion assez fascinante pour conclure ce décryptage. Quand on voit qu'il faut naviguer entre l'urgence écologique, le bien-être des salariés, les révolutions technologiques et bien sûr la rentabilité financière, on est en droit de se poser la question, le dirigeant d'aujourd'hui est-il encore un simple gestionnaire de chiffres ou est-ce que la stratégie d'entreprise est devenue au fond une pure affaire de négociation humaine, une sorte d'arbitrage politique? Je vous laisse y réfléchir, merci de nous avoir suivis dans cette analyse et à très vite.